That is so fetch. Because I'm going to climb that like a tree. This is a snakeskin jacket. Hey, girl. For me, it's a symbol of my individuality. Object to the test! Everyone, have a great day. C'est de toute beauté. Salut tout le monde et bienvenue dans ce petit épisode d'Anaïs se fait des films spécial Cannes 2026. On est à un peu plus de la moitié du festival et ça y est, tout fout le camp. Comme vous l'entendez peut-être, à mon nez bouché, j'ai chopé la famosa crève de Cannes. Je m'excuse donc pour cette voix miasmeuse en espérant qu'elle aura disparu d'ici le prochain épisode. La bonne nouvelle par contre, c'est que j'ai vu plein de bons films. Alors je profite de ce petit épisode crush pour vous parler de mes préférés. Un de mes plus gros chouchous de ce festival, c'est Barsazou de Paul Nouet qui était sélectionné à l'Acide. C'est son premier long métrage et ça parle d'une bande de potes qui partent quelques jours à Barcelone faire du skate l'été de leurs 18 ans. Le film se situe sur 2 temporalités puisqu'on retrouve aussi le même groupe 10 ans plus tard, ils sont désormais adultes et ils essaient de se remémorer ce voyage dont les souvenirs commencent un petit peu à s'estomper. J'avais découvert Paul Nouet au Festival du moyen métrage de Brive il y a quelques années et j'avais eu un énorme coup de cœur pour son film Salut les uns, qui avait des thématiques très similaires à celles de Barsazou. C'est des films devant lesquels on peut pas s'empêcher de sourire, avec des histoires de camaraderie masculine très bon enfant. C'est un petit peu des films de vibe ensoleillés qui me rappellent l'univers de Richard Linklater, et d'ailleurs vous verrez c'est effectivement une de ses références. Et donc Barsazou, ce premier long métrage, c'est un récit initiatique, extrêmement tendre, lumineux, très très drôle aussi. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est la manière dont Paul dépeint les interactions entre les garçons, la manière un petit peu maladroite avec laquelle ils communiquent leurs émotions, et les petits rapports de rivalité entre eux aussi. Bref, Barsazou, c'est un film génial, et pour en parler un petit peu plus en profondeur, j'ai pu m'entretenir avec Paul Nouet pendant son séjour cannois. Je vous laisse écouter notre conversation. Déjà, félicitations pour le film que j'ai trouvé vraiment super. Hyper feel good, très lumineux. Vraiment, ça fait plaisir, surtout dans un contexte comme Cannes où on voit beaucoup d'histoires un peu plus sombres, un peu plus lourdes. Voir un film comme ça qui est hyper frais, ça fait trop du bien. Et donc, c'est un film de fiction, mais j'ai quand même cru comprendre qu'il y avait quand même une grosse base autobiographique, c'est ça ? Ouais. C'était quoi le point de départ En gros, nous, l'idée avec Émile, du coup, c'est le co-scénariste du film qui est vraiment mon meilleur pote avec qui j'ai fait un voyage quand j'avais 18 ans à Barcelone. En fait, on voulait faire un film sur le skate et en particulier à Barcelone en partant de souvenirs qu'on avait de ce voyage-là. Et surtout en nous faisant, c'était important pour nous que ça soit une comédie. Enfin, on trouvait que les films de skate, souvent, c'était un peu dark, un peu down et tout. Et alors que nous, quand on faisait du skate, on a 18 ans, c'était hyper joyeux et un peu, ça nous est trop marré, quoi. Et donc, du coup, on voulait faire vraiment une comédie de skate, quoi. Et en fait, on voulait partir des vrais souvenirs du voyage. Donc, on a vraiment passé des coups de fil, en fait, aux autres potes qui étaient avec nous dans ce voyage-là quand on avait 18 ans à Barcelone. Et on a enregistré ces conversations téléphoniques. Et en fait, c'est devenu la base un peu pour faire le film, même la voix off, en fait, du film. Et après, ça a évolué et c'est carrément devenu vraiment un pan du film, quoi. Et donc, les voix off qu'il y a dans le film, c'est vos vraies conversations téléphoniques et vos vrais souvenirs ou t'as remis ça en scène ? En fait, on a fait un premier enregistrement de tous les coups de fil. Et ensuite, on les a un peu réagencés à l'écriture. Et ensuite, on les a réenregistrés avec un bon son et comme une fiction avec un texte qu'on avait appris. Ouais. Mais la matière, elle est vraiment documentaire à la base. Donc, à la fois, ça a été quelque chose qui s'est intégré dans le film, mais aussi c'était un peu le fil conducteur pour écrire le film. Mais vu qu'on se souvenait pas de tout, forcément, parce que c'était il y a 10 ans, c'était intéressant parce qu'après, tous les trous, on devait les combler. Et donc, c'est là qu'on a commencé vraiment à mettre de la fiction dans le film, quoi. Et t'avais gardé contact proche et régulier avec tous ces potes avec qui t'avais fait le voyage, ou il y en a certains que t'as un peu recontacté pour le film Alors, pas recontacté pour le film parce je garde contact avec eux, mais c'est sûr qu'on se voit vraiment moins. Et en fait, c'est vrai que faire des films, en tout cas déjà mon film d'avant, Salut les uns, c'était ça, et celui-là, c'est un peu ça aussi. C'est un peu une manière de continuer en fait à avoir du lien en fait autour de faire du cinéma, et ça, je trouve ça. C'était vraiment aussi un peu l'envie première, c'est de profiter un peu de ces moments-là pour se retrouver et pas juste se rappeler. Enfin, le prétexte c'est de se rappeler le voyage, mais en fait à la fin on finit par faire un film ensemble. Donc en fait on crée aussi une nouvelle aventure et un nouveau moment de vie en fait ensemble et en fait des nouveaux souvenirs mais qui sont dans le présent. Quoi.
Oui, bah c'est ça, parce que comme il y a plusieurs temporalités dans le film, la question du souvenir et de comment on réussit à recréer quelque chose qu'on a perdu, parce qu'il n'y a plus la cassette, donc il faut trouver une autre manière de se souvenir de tout ça. Donc la thématique du souvenir, c'est quelque chose qui est hyper présent et c'est dès le départ comme ça que tu as voulu le construire. En même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mélancolie trop dure dans le film. C'est un film qui est hyper doux, alors que ça aurait pu basculer dans quelque chose d'autre, quoi. En fait, je pense qu'il y a deux choses. C'est déjà le fait d'avoir pris des acteurs qui sont des nouveaux jeunes de 18 ans pour refaire ce voyage-là. En fait, tout de suite, ils cassent en fait ce truc de la nostalgie et de la mélancolie parce que eux, en fait, ils sont dans le présent et en fait, ils vivent vraiment un voyage à Barcelone. Donc, ils ont un rapport qui est au souvenir qui est nul en fait. Enfin, je veux dire, eux, ils sont. Je leur dis, le film c'est sur mes souvenirs et tout. Mais en fait, ils sont là, ils vivent vraiment un truc à Barcelone. Donc, forcément, il y a un texte, ils suivent un scénario, un récit qui est pas leur vie à eux. Mais en fait, de fait, ils ont vécu quelque chose à Barcelone et en fait, je pense que toute cette vie-là, elle s'intègre dans le film et du coup, ça, c'est grâce à eux, je pense qu'il y a quelque chose de lumineux vraiment qui vient dans le film. Et après, la deuxième chose, c'est que déjà de raconter le fait qu'il y ait deux époques, déjà le dispositif est déjà raconté, juste le temps qui passe. Pour moi, c'est déjà quelque chose que je trouve émouvant. Enfin, genre, je trouve que c'est doux. Mais en fait, c'est quand même mélancolique, quoi. Et c'est pas triste, c'est autre chose. C'est un sentiment vraiment, genre, je trouve que la nostalgie, c'est vraiment un sentiment hyper particulier parce que c'est à la fois un mélange de triste et joyeux, quoi, qui est très particulier, que moi j'aime beaucoup et j'aime beaucoup travailler, essayer de trouver cette émotion-là dans les films que je fais, ouais. Et tu parlais des films de skate, c'est vrai que c'est un genre à part entière. Ouais. Et en même temps, le tien est assez différent, je trouve, de ces films-là. C'est des références pour toi, les films de skate, des influences, ou tu vas plutôt chercher tes influences ailleurs que dans ce cinéma-là? Non, c'est complètement des influences, mais ça agit de manière bizarre parce que en fait, moi, le film de skate que je regardais vachement quand j'étais ado, c'était un film qui s'appelle Les Seigneurs de Dogtown de Catherine Hardwicke, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Et, un classique. ouais. Qui réalisait des films de Twilight et tout. Et c'est vraiment un film que j'ai vachement vu, quand avec mes potes on a vachement vu, et du coup c'était marrant parce que il y a des moments dans Barsazou qui sont vraiment des scènes inspirées. Enfin, il y a une scène en fait avec un personnage qui descend une pente où vraiment je me suis inspiré d'une scène dans la scène d'introduction dans ce film-là. Donc oui, c'est des références que je retrouve, mais qui font partie presque de la culture populaire. Ça, c'est un truc de réutilisation, etc. Ouais. Après. Moi, j'aime beaucoup les films de Gus Van Sant, j'aime beaucoup les films de Larry Clark, j'aime beaucoup le dernier film 90s là, aussi de Jonah Hill. Mais je dirais que je m'inspire pas forcément directement de ces films, je suis plus inspiré par à la fois les films de Richard Linklater, beaucoup Dazed and Confused, qui est un film que vraiment j'adore et auquel j'ai beaucoup pensé quand on a écrit ce film. Et si Everybody Wants Some. Et puis aussi, il y avait les... Deux incroyables films. Ouais, forcément, il y a aussi les films de Sophie Le Tourneur, et en particulier Voyage en Italie, qui ont été vraiment à la base, je pense, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier pour commencer à écrire Barsazou, où je viens de finir Salut les uns. Et en fait, quand j'ai un peu découvert cette manière qu'elle avait de faire film, de créer du récit, avec des enregistrements sonores et de repartir de cette matière-là pour retravailler le réel et la question de la mémoire et tout, ça m'a vraiment inspiré et c'est ça qui a fait que j'ai commencé à écrire Barsazou, même si après ça a pas mal évolué dans l'écriture. J'ai l'impression aussi que c'est un film qui parle de comment les garçons communiquent. Oui. Ou n'arrivent pas forcément à très bien communiquer. Ouais. C'était une intention aussi claire pour toi dès le départ de parler de ça? Ouais, bah en fait, mais c'est marrant parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui s'est retrouvé aussi pendant le tournage et où quand ils sont à 4, il y a vraiment un truc de jeu de rôle qui se crée où chacun essaie d'avoir un peu sa place, de chercher un peu sa place. Du coup, il y a un peu des trucs où chacun se jauge et j'ai l'impression qu'ils sont pas vraiment eux-mêmes, quoi. Ouais, il y a un truc de dynamique de groupe, en particulier, je pense, chez les garçons, mais en vrai, je pense que c'est aussi le cas chez les filles. Un peu de rapport de force, enfin de rapport de place. Et en fait, le film, je trouve que dans le film, les personnages commencent à se révéler justement quand ils s'extraient un peu du groupe et quand ils ont un peu soit des échappées un peu solitaires, donc avec d'autres qui rencontrent d'autres personnages, soit où ils ont des moments où ils sont plutôt deux par deux et où ils commencent un peu plus à se révéler, et un peu à révéler
plus des choses de leur personnalité et de sortir un peu de cette grappe un peu de raisin, quoi. Ouais. Et ça me faisait marrer parce que il y avait un truc où j'ai vraiment, au début du tournage, j'avais l'impression de vraiment qu'on filmait une grappe de raisin, en fait, qui se déplace dans la ville et ils étaient toujours en groupe et c'était genre pas du tout le même rapport à la mise en scène. Et ensuite, après, au fil du film, on a commencé à avoir plus de scènes pendant le tournage, de scènes où ils étaient plutôt à deux, avec plus des chants contre chants, où des moments où les personnages étaient seuls. Et en fait, la mise en scène, elle a un peu évolué comme ça au fil du tournage. Et je pense que ça se ressent aussi dans le film, où on sent qu'en fait, à ces moments-là où ils s'extraient du groupe, ils révèlent aussi quelque chose de eux. Et ils s'affirment en fait en tant que personne, quoi. Je sais pas, ils grandissent un peu aussi peut-être, même si c'est pas aussi clair que ça, mais il y a ça. Ouais, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse dans ce film-là. Et d'ailleurs, je m'étais dit la même chose avec Salut les uns. Enfin, je trouve que c'est vraiment le sentiment qui prédomine. Mais en même temps, il y a quand même des moments cruels. Et c'est vrai qu'il y a des rapports de force, je pense, pour les ados filles et les ados mecs. Mais la cruauté s'exprime pas forcément de la même manière chez les deux. Et là, moi, la séquence de la moise m'a beaucoup marquée parce que, en fait, j'ai eu l'impression de comprendre des moments auxquels j'avais assisté justement quand moi j'étais jeune et que je voyais les mecs interagir entre eux. Je me disais mais pourquoi ils font ça? Et là j'ai eu l'impression de pouvoir rentrer un peu plus dans la psyché masculine et me dire ah ok, c'est ça qui se joue en fait pour eux dans ces moments-là, quoi. Enfin je trouve que t'as vraiment réussi à montrer ce qu'il y a en dessous et pas juste le fait qu'ils se charrient beaucoup et qu'il y a un rapport de rivalité, mais aussi pourquoi ils font ça à ce moment-là, quoi. Oui. Moi ça a vraiment important que pour le coup pour la séquence de la moise en effet, de montrer que le personnage qui bully l'autre, c'est au final lui le plus triste des quatre, quoi. Et qu'en fait, il y a quelque chose que lui-même, en fait, est pas tout à fait à l'aise avec ce qu'il fait et qu'en fait, il le regrette immédiatement. Et en fait, c'est un peu l'expression d'un moment où il se sent pas vraiment bien, où c'est un peu un truc d'autodestruction, un peu sur le moment, c'est un peu un grand mot, mais ouais, il y a un truc de jalousie, en fait, qui se joue, surtout, je pense, pour lui, à ce moment-là. Et donc toi, t'as commencé ta carrière de cinéaste, on va dire, en filmant du skate, en fait? Ouais. Ok. Ouais, en fait, moi, je faisais des vidéos de skate quand j'étais ado. Et du coup, je filmais mes potes, on faisait des vidéos. Après, je les mettais sur YouTube. Et avec de la musique que j'aimais bien et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, en fait, parce que je pense que comme ça, j'ai découvert des films. En effet, des films de skate. Je pense que c'est les premiers films d'auteur que j'ai vus, c'est des films de skate. Et ensuite, après, ça m'a fait un peu ma cinéphilie. Ça a évolué. En fait, c'est marrant parce que là, maintenant, quand je fais un film, je fais la même chose. Je filme, en tout cas pour ce film, je filme mes potes quand j'avais 18 ans. Sauf que là, on fait un vrai film un peu d'adulte, alors qu'avant, c'était des vidéos de skate. Mais ouais, il y a un peu un lien entre les deux. Et est-ce qu'en termes de technique, filmer d'abord du skate, ça t'a appris quelque chose pour la mise en scène de manière plus générale, le fait de capter peut-être quelque chose, des mouvements très rapides ou d'être très réactif sur où mettre la caméra ou un endroit s'il se passe quelque chose? Ouais, je suppose qu'il y a des choses de style un peu qui peuvent rester, même s'il y a quand même quelque chose de beaucoup plus spontané quand on filme du skate, parce qu'en fait, on se déplace dans la ville, on trouve un spot et il y a un truc un peu performatif de filmer du skate, mais ouais, qui est plus spontané, alors que faire un tournage de plus de cinéma, ça demande beaucoup de préparation. Il y a une plus grosse équipe. Enfin, il y a une équipe, quoi. Tandis que quand tu filmes du skate, il n'y a pas d'équipe. Et du coup, chacun doit trouver sa place. Donc, il y a un rapport humain qui est quand même hyper différent. Et en fait, c'est ça qui s'apprend, quoi. C'est que tout le monde fasse un film ensemble. Alors que quand on filme du skate, on est un peu plus seul, quoi. Mais après, je pense que ce qui reste aussi, c'est un rapport à la ville, quand même. Enfin, il y a un truc de voir des décors, d'essayer de jouer avec les décors, de filmer des décors. Et en fait, filmer du skate, c'est beaucoup filmer des spots de skate, filmer des décors sur lesquels il y a des skateurs. Du coup, je pense qu'il y a quelque chose qui s'apprend aussi quand on fait des vidéos de skate comme ça par rapport à filmer la ville. Ouais. Et donc là, t'as tourné à Barcelone. Ouais. T'as fait ça de manière un peu sauvage, sans permis de tourner, en allant dans des spots et. Okay. Ouais. On était vraiment en toute petite équipe. Et l'idée, c'était vraiment qu'on essaie de faire un peu des bulles de fiction dans des environnements qui sont très documentaires, dans le sens où on essaie de pas interagir avec l'endroit dans lequel on filme. Et c'était important pour nous parce qu'on voulait vraiment retranscrire le Barcelone qu'on connaissait, qui est le Barcelone un peu du skate, quoi. Et en fait, le Barcelone du skate, c'est beaucoup autour des spots qui sont très connus, qui sont la place Magba, où il y a énormément de skateurs du monde entier qui viennent faire du skate là-bas. Et après, des skateparks un peu DIY fait par des skateurs un peu en périphérie de la ville, et après sinon dans la rue. Donc oui, ça on n'avait pas d'autorisation forcément, mais après il n'y avait pas besoin.
Mais après, on a filmé aussi dans des stations-service, dans des spas, dans des trucs, tout ça. On n'avait pas d'autorisation, du coup, on cachait les caméras, on était dans des sacs. Enfin, c'était n'importe quoi, mais c'était J'adore. vraiment drôle. Enfin, c'était un peu stressant parce qu'on a quand même un plan de travail où genre, bah voilà, ce jour-là, faut faire la scène. Ouais. Il y a pas, Il y a faut pas- ces images-là, quoi. Oui, il Donc, y a pas t'as la le choix. place après pour les faire. Enfin, donc du coup, on part le matin en tournage. On n'a pas d'autorisation. Qu'est-ce qui va se passer? Ça se trouve, il y a quelqu'un qui va nous voir, qui va nous virer et tout. Du coup, on avait tout un tas de stratagèmes. Je me souviens dans la station-service, on disait non, mais on fait pas vraiment un film, on fait des repérages pour un film. On fait semblant de faire un film. Genre, on est là, et genre, mais Génial. après, on te demandera l'autorisation et tout. Et du coup, ça a marché. Trop bonne technique de dire que tu fais pas un film. Genre, tu fais un film et tu dis juste, non, je fais pas un film. Et les gens, ils sont là, ah, ok. Donc, Ah ouais, ok. Ok, ça, je note. technique qui marche. Sinon, technique dans le spa, on a fait une technique on fait un film pour ma grand-mère, pour un mariage ou je sais plus, un truc genre, non, c'est ma grand-mère qui pouvait pas venir à un mariage, du coup, on lui a envoyé on a inventé un truc Génial. pour pouvoir faire les J'adore. images, et le gars, il a dit, ah, ok, bon, 10 minutes, 15 minutes, et en fait, on reste un peu plus, et puis finalement, on arrive à avoir ce qu'on veut. Mais après, c'est sûr que quand il faut faire des scènes un peu plus où il y a du dialogue, où il y a des machins, c'est mieux d'être un peu plus à l'aise. Mais ça, en général, c'était dans la rue ou dans des Airbnb où on disait pas qu'on tournait. Ouais. On arrivait avec l'équipe et on tournait dans les Airbnb. Et puis voilà. Bah, c'est d'autant plus impressionnant en voyant le résultat final, parce que c'est vraiment hyper réussi. Donc, bravo. Si tu as un conseil à donner aux futurs jeunes cinéastes qui viendront justement à Cannes pour la première fois, l'erreur à ne pas commettre ou le truc auquel il faut vraiment se préparer avant de venir. Tu veux dire ceux qui viennent avec un film? Ouais. Essayez de arriver tôt aux soirées, sinon sinon tu restes. Sinon tu fais la queue et tu peux faire la queue toute la soirée avec l'espoir de pouvoir rentrer en soirée, mais ne jamais y rentrer. Donc Ok, voilà, donc ça c'est arriver à pareil l'heure. aussi pour les cinéastes. Voilà. Je croyais qu'il y avait que pour nous que c'était Non. la galère les soirées. Non, mais... non, c'est pareil pour tout le monde. Genre, Ok. tout le monde est en égalité. Mais moi, je pensais que c'était la presse qui était prioritaire dans les soirées. Ah tu ouais, vois. bah non, nous c'est Genre, pareil. tout le monde pense Enfin, que c'est les autres qui sont prioritaires, mais en fait, moi, j'ai vu des gens vraiment, genre, même des gens un peu connus et tout, genre vraiment être derrière des barrières et supplier des gens Ouais. pour les faire rentrer, tu vois. Et genre, j'étais là, ah ouais, en fait, genre, parmi tous ces gens-là, au final, ils se retrouvent tous dans les mêmes galères, genre, Ouais. où en fait, ils se font recal des soirées, même si je dirais pas les noms, mais Ouais, bah moi du coup j'ai trouvé une nouvelle solution radicale, c'est de ne plus aller aux soirées comme ça. Ah ouais. J'ai plus enfin en fait c'est trop de prise de tête pour vraiment pas grand chose, je Oui, trouve. Donc grave. avec le taf que j'ai, je préfère éviter. Bah merci beaucoup et du coup bon courage pour la projo de ce soir. Merci Je suis sûre beaucoup. que ça va être trop bien. Il y a un autre coup de cœur dont je veux vous parler, c'est un film qui s'appelle La Gradiva et qui a été sélectionné à la Semaine de la Critique. C'est un film français et c'est le premier long métrage en tant que réalisatrice de la directrice de la photographie Marine Atlan. Ça parle d'un groupe d'élèves de terminale qui partent en classe verte à Pompéi, mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le film ne répond pas vraiment au code du film social. Honnêtement, en le voyant, je me suis dit François Bégodeau could never, parce que c'est un peu l'antithèse d'Entre les murs, la Palme d'Or 2008 que je trouve un petit peu didactique. Dans La Gradiva, au contraire, tous les personnages sont un peu gris, à commencer par le personnage de la prof qui est joué par Antonia Burezi. Elle est très attachante, mais elle est très faillible et elle commet de vraies erreurs de jugement dans ses interactions avec les élèves. Elle n'arrive pas à être un modèle 100% du temps et j'ai trouvé ça assez rafraîchissant. Et puis les élèves, eux aussi, ils sont extrêmement nuancés et le film va déconstruire extrêmement bien les clichés de la mean girl ou du bad boy qu'on a l'habitude de retrouver dans ce genre de récit. La Gradiva, c'est juste d'une maîtrise infinie. J'ai été complètement happée par l'écriture très précise des dialogues, le découpage, parce qu'il y a beaucoup de scènes de groupe un petit peu chaotiques, mais hyper fluides et très réalistes. Et puis par la beauté des images, parce que bon, Marine Atlan est pas chef-op pour rien. La photo est sublime, c'est en Italie, et on a un vrai lyrisme dans la mise en scène. Les décors, les costumes, toute la direction artistique est extrêmement bien travaillée. J'ai été complètement soufflée par ce film. Honnêtement, ça m'aurait pas du tout étonné de le voir en compétition pour la Palme d'Or, même si c'est très bien qu'il soit à la Semaine de la Critique et je suis sûre qu'il va avoir un énorme succès. En tout cas, je lui souhaite. Mais pour moi, c'est une très très grande réussite cinématographique. Parmi les films les plus attendus en compétition pour la Palme, il y avait aussi Paper Tiger de James Gray. James Gray, c'est un très grand réalisateur qui a fait La Nuit nous appartient, Two Lovers, The Lost City of Z ou plus récemment Ad Astra et Armageddon Time que j'avais un peu moins aimé. Avec Paper Tiger, il revient à ses thèmes de prédilection, c'est-à-dire un thriller entre Brooklyn et le Queens, plus spécifiquement dans la communauté russe de Brighton Beach. Ça se passe cette fois-ci en 1986 et c'est l'histoire de deux frères, joués par Miles Teller et Adam Driver, qui vont se lancer dans les affaires avec la mafia russe et, surprise surprise, ça tourne mal.
C'est un film qui est qualifié de retour aux sources pour James Gray, après un petit détour par la science-fiction avec Ad Astra ou le grand film d'aventure avec The Lost City of Z. Et j'avoue que c'est pas du tout pour me déplaire. Perso, j'ai trouvé Paper Tiger excellent. En fait, j'admire beaucoup la manière dont James Gray arrive à infuser de la tension dans toutes ses scènes avec parfois 3 fois rien. Parce que c'est pas un film extrêmement violent ni avec de grosses séquences d'action et malgré tout, je l'ai trouvé terrifiant. Je sais pas si j'assume vraiment de vous dire ça, mais j'ai écrit dans mes notes, je vais me chier dessus de stress. Et vraiment, c'est ce que je me suis dit en regardant ce film. Il y a au moins 2 séquences que j'ai trouvées magistrales, mais je vous en dirai pas plus. Et puis c'est un film qui, pour toute la tension et l'aspect thriller, arrive aussi à avoir de l'émotion, notamment à travers le personnage de Scarlett Johansson, qui joue la mère de famille, mais aussi avec le parallèle de ses 2 frères et les 2 enfants du personnage de Miles Teller, qui sont aussi frères et qui ont une rivalité assez complexe au début du film, mais qui vont apprendre à se soutenir. J'ai trouvé que c'était vraiment très très maîtrisé et j'ai été assez surprise, parce qu'en sortant du film, j'ai croisé beaucoup de gens qui disaient que c'était un film mineur, voire qu'il ne méritait pas sa place en compétition. Bon, on aime toujours à Cannes décider ce qui devrait être en compétition ou ce qui ne devrait pas l'être, hein. Mais j'ai le sentiment qu'au fond, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir de propos, entre guillemets, ou de message sur le monde. C'est juste un récit extrêmement bien mené. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on attend des films qui aient une dimension au-delà de l'histoire qu'ils racontent, qu'ils aient un message politique, qu'ils aient une résonance sociale extrêmement forte. Et je suis d'accord, j'aime aussi beaucoup les films comme ça, mais je suis pas du tout d'accord avec l'idée que parce que ce film-là, Paper Tiger, est moins épique ou qu'il ne porte pas de message politique dirigé vers notre époque actuelle, qu'il s'agirait forcément d'un film mineur. En fait, ces commentaires-là m'ont un petit peu fait penser aux réactions que les gens ont souvent à Cannes après avoir vu un film de Kelly Reichardt. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans le podcast. Et puis généralement, 1 an plus tard, les mêmes personnes se rendent compte que les films de Kelly Reichardt ont eu une vraie portée émotionnelle pour eux. Et puis que malgré leur aspect assez sobre, assez dépouillé et leur récit très simple, eh ben ils portent quand même un propos assez fort. Et chez Kelly Reichardt, c'est souvent un propos sur l'Amérique. Donc bref, je pense aussi que Paper Tiger n'a rien d'un film mineur. C'est peut-être pas le meilleur de James Gray, mais moi je le situe quand même assez haut dans sa filmographie. Et puis je vous donne rendez-vous dans 1 an pour voir si les gens ont changé d'avis dessus. Comme je vous avais dit que je l'attendais, je voulais aussi vous faire un tout petit retour sur Lennon, The Last Interview, le documentaire de Steven Soderbergh sur la dernière interview de John Lennon avant sa mort. En tant que Soderbergh Zouz, je l'attendais très très fort et j'ai trouvé que c'était réussi. En tout cas, disons que l'interview de John Lennon est absolument passionnante et c'est déchirant de le voir avoir l'air si épanoui, serein et plein d'espoir pour l'avenir quand on sait qu'il est mort quelques heures à peine après l'enregistrement de cette interview. Par contre, sur la forme, c'est assez classique. Soderbergh a surtout trouvé des images pour illustrer le son de l'interview, puisque c'était une interview radio. Et parfois, ça fonctionne avec des photos de Yoko Ono et John Lennon. Parfois, ça fonctionne un petit peu moins, avec des images IA un peu pourries. Mais franchement, rien que pour le travail sur l'interview et pour découvrir en fait quel était l'état d'esprit de John Lennon dans ces derniers jours, ces dernières heures, ça vaut vraiment le détour. Et puis, j'ai croisé Steven Soderbergh juste avant de rentrer dans la salle et je vous avoue que j'étais très fan Zouz. Je ne lui ai absolument pas montré, mais je hurlais à l'intérieur. Pour finir, je voulais aussi vous donner mon avis sur un film assez attendu de la compétition, Moumoul. Enfin, le vrai titre, c'est Moulin, mais Moumoul, c'est beaucoup plus drôle, hein. C'est un film sur les derniers jours de Jean Moulin, qui est réalisé par Laszlo Nemes avec Gilles Lelouch dans le rôle du chef de la Résistance. J'avais adoré Le Fils de Saul, mais détesté le dernier film de Laszlo Nemes, Orphan, que je trouvais complètement raté. Donc pour celui-là, j'avoue que je savais pas trop à quoi m'attendre, mais le fait que je l'ai vu après tout le monde a sans doute joué sur mon appréciation, parce qu'en fait, tous ceux que j'avais croisés avant de le voir m'ont dit que c'était vraiment nul. C'est souvent ça à Cannes, la fatigue et la quantité de films qu'on voit fait qu'on fait des gros raccourcis et des déclarations à l'emporte-pièce. C'est nul, c'est de la merde versus c'est un chef-d'œuvre, et ça va changer l'histoire du cinéma. Du coup, je m'attendais à vraiment rien, et je ne pouvais qu'être agréablement surprise, et c'est ce qui s'est passé. Le film met un petit peu de temps à démarrer, mais ça décolle à partir du moment où Lars Eidinger arrive. Il incarne Klaus Barbie, et le duo de l'acteur allemand avec Gilles Lelouch fonctionne super bien. En fait, le film prend le parti de se focaliser vraiment sur la personnalité un peu intime de Moulin, et de nous le montrer comme un homme certes héroïque, mais très faillible, souvent passif, qui est persuadé qu'il ne tiendra pas si jamais il est torturé. Je pense pas que ce soit un immense chef-d'œuvre, mais c'est un drame historique que je trouve réussi. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est peut-être son désintérêt pour l'aspect politique de l'histoire, puisqu'il préfère vraiment se focaliser sur l'individuel plutôt que le système. C'est littéralement ce que Laszlo Nemes a dit pendant la conférence de presse. Or, c'est un des nombreux films de ce festival à parler de la Seconde Guerre mondiale et de la période de l'occupation. Il y a aussi eu Fatherland de Pavel Pawlikowski, dont je vous ai déjà parlé, La Troisième Nuit de Daniel Auteuil, qui parle de résistance, qui est très très bien. Et puis bientôt, je vais découvrir La Bataille de Gaulle et Notre Salut d'Emmanuel Mar.
Et ce qui est évident, c'est que certains de ces films ont l'intention claire de faire un parallèle entre les années 40 et notre époque contemporaine, et les leçons qu'on devrait tirer un petit peu de cette période. Et clairement, Laszlo Nemes et son équipe n'ont aucune envie d'aller sur ce terrain-là, comme on l'a vu avec la conférence de presse, où ils ont un petit peu botté en touche quand un journaliste leur a demandé ce qu'ils pensaient de la potentielle victoire du RN aux prochaines élections françaises. Alors certes, c'est très casse-gueule de répondre à une question comme ça, mais je trouve ça un petit peu dommage de faire un film sur Jean Moulin et de ne pas s'interroger sur la portée symbolique et politique que le film pourrait avoir dans notre société extrêmement droitisée à l'heure actuelle. Et je trouve ça vraiment dommage que l'équipe n'ait pas réfléchi ou n'ait pas envisagé qu'elle allait devoir répondre à ce genre de questions lors de la conférence de presse. C'est tout pour aujourd'hui, je vais aller dévaliser une pharmacie cannoise car comme Serge Lama, je suis malade et je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode avec encore plein d'invités et je l'espère un nez débouché. Salut! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.